Bonjour à tous les quatre. Du coup, on va peut-être attendre que d'autres personnes se connectent. Je pense que vous devez être plus nombreux. On va peut-être se laisser 5 minutes au moins. Et puis, on débutera. Rebonjour. Est-ce que vous savez combien vous devez être connectés normalement, du coup? Est-ce qu'on doit attendre d'autres participants ou pas? Bonjour, je crois que généralement on est 6, 7 de connectés. Ok, Enfin hier en tout cas c'était le cas, je crois qu'on était 6. ok. Parce que les années précédentes, vous étiez beaucoup plus nombreux, donc je suis un peu étonné, mais voilà, vous êtes quatre.
Donc, du coup, si vous êtes 6 d'habitude, on va peut-être commencer. Parce qu'en fait, on vous avait annoncé l'horaire ou pas? Parce que j'ai eu Eric Vambel au téléphone hier soir qui m'a dit que en fait, c'était pas bien clair pour vous, donc on vous a décalé l'horaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, on avait un premier planning et hier ou avant-hier, on nous a envoyé un mail en nous disant que votre cours, il était à 11 heures. Mais c'était pas bien clair si on avait des cours avant ou pas, en fait. Moi, j'ai cru que c'était votre cours qui était, je crois, initialement à 8h30, qui était décalé à 11 heures, mais les cours au milieu restaient, mais finalement, ils ont l'air d'être annulés. Enfin, j'ai pas bien compris. En tout cas, il n'y a rien eu avant. Ouais, non, en fait, je pense qu'ils se sont bien trompés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance maintenant, mais c'est qu'il y a 2 mois quand le programme a été fait, il y a les 2 autres participants qui ont, pas les 2 autres intervenants qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, donc ça a été décalé. Je pense qu'il y a Géraud Souterrain qui vous a fait un cours peut-être hier ou demain, enfin, ou cet après-midi, mais enfin, bon, en tout cas, ça a été décalé. Et moi, en fait, je ne savais pas que ça a été décalé, et on m'avait dit que c'était à 11 heures. Bon, enfin, bon, soit. Après, le tout, c'est que vous soyez là, mais. euh, Si ça vous va, on va commencer du coup, puisque je suis pas sûr qu'il y ait d'autres gens qui viennent. Euh, donc moi, je suis Benoît Latuca, je travaille à Nîmes et on m'a demandé de vous parler en fait de la partie guidage de l'angioplastie par imagerie endocoronaire et par OCT. Je vais vous partager quelques diapos. Après, on n'est vraiment pas nombreux, donc n'hésitez pas à m'interrompre. C'est quand même le but du jeu, c'est qu'on puisse discuter surtout. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire chacun, là, de tous les quatre, quelles sont votre expérience en imagerie endocoronaire et en OCT en particulier, et les indications dans lesquelles vous avez vu ça peut-être dans vos centres? Oui, du coup, moi, je suis assistant actuellement à Lyon. Et du coup, bon, on utilise les deux, hein, OCT et iVus. Et avant, j'étais à Saint-Étienne, on utilisait beaucoup, beaucoup l'iVus, moins l'OCT, en tout cas quand j'y étais. Et on l'utilise bah, généralement pour les troncs, Ok. globalement pour tous les troncs, et après pour les lésions complexes. Et pour les troncs, plutôt IVUS du coup, ou plutôt OCT, ou n'importe? Plutôt à Saint-Étienne, c'était quasi systématiquement de l'iVus. Et là, à Ok. Lyon, c'est un peu plus partagé en fonction d'avec qui je travaille. Ok. Donc on va dire quand même une expérience. Et du coup, c'est des procédures que tu peux faire enfin, première main tout seul, parce que je ne sais pas trop comment vous êtes organisé, mais Moi, généralement, les troncs, non, je suis en première main. Je peux être en première main, mais avec un autre senior. Mais ok. oui, enfin, c'est de l'iVus, on le sort quand même relativement régulièrement. On a- Ok, donc du coup, tu maîtrises quand même pas trop mal l'imagerie. En tout cas, tu as une vraie expérience déjà. Et du coup, pour les 3 autres personnes connectées, est-ce que vous avez un peu d'expérience en premier, en deuxième, dans vos centres? Alors moi, je travaille à Pontoise et malheureusement, on n'utilise pas d'imagerie en dos coronaire pour les angioplasties. Ok, pour des raisons financières essentiellement ou parce que l'équipe n'y croit pas ou enfin, C'est principalement financière. ok, C'est à cause de difficultés financières. ok, On a un gros volume, mais on est limité en termes de, principalement ouais, ok. financier. Bon. Parce qu'il y a une vérité un peu partout malheureusement, hein, mais d'autres commentaires, ouais. Bonjour, je suis au centre hospitalier du Mans. En fait, notre expérience est essentiellement avec l'IBUS et tronc commun. Sinon, l'OCT, c'est vraiment exceptionnel qu'on fasse l'OCT. Ok, mais vous êtes équipé quand même en fait. Ouais, oui, oui, on en a, mais on utilise rarement. Ok, Bonjour. bonjour. Alors, moi, je suis en Belgique. J'ai fait tout mon fellowship et je le fais toujours en Belgique. Et en fait, moi, je travaille avec Stéphane Carlier. Et donc, nous, on fait l'IVUS tout le temps. Que ce soit tronc commun, IVA, circonflexe, droite, à 2 heures du matin pour un STEMI. On en sort tout le temps. L'OCT, on en fait beaucoup moins, mais on travaille sur 2 centres partagés. Et le deuxième centre où je suis aussi, ils font énormément d'OCT. Et c'était un des premiers centres à avoir tout le dernier modèle d'OCT quand il était sorti, la dernière machine. Donc, je vais pas dire que Ok, je suis hyper autonome, mais j'en fais tout seul. très bien. Ouais, du coup, j'espère que je vais pouvoir vous apporter quelque chose. Vous n'avez pas tous les mêmes attentes. Après, heureusement qu'on fait que OCT aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'en bossant chez le professeur Carlier, je ne vais pas apporter grand-chose sur l'IBUS. C'est évident que vous avez une grande expérience. Donc bon, je vais du coup essayer de vous dérouler ce que j'avais prévu. Encore une fois, vous n'hésitez pas à poser des questions. C'est plus simple de prendre la parole que sur le chat. On n'est pas nombreux, donc c'est plus sympa qu'on puisse se parler.
Et puis, vous n'hésitez pas à me couper. Donc moi, ouais, je vous ai laissé mon email ici. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Pour ceux qui ont le moins d'expérience, on organise aussi sur Nîmes des workshops OCT. Donc si ça intéresse, vous pouvez vous mettre en contact avec vos visiteurs médicaux de chez Abbott. C'est eux qui organisent. Mais euh, après, c'est vraiment un workshop qui n'est pas du tout industriel parce qu'en fait, c'est nous qui faisons le programme, c'est nous qui choisissons les malades. Enfin, on organise tout nous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter. Du coup, sur la partie donc, OCT, bon, ça c'est un rappel bref, mais simplement pour vous rappeler que il y a deux systèmes d'imagerie qui sont disponibles actuellement, donc l'OCT et l'imagerie par iBus. Donc l'OFDI de chez Terumo, vous savez sans doute qu'il n'est plus commercialisé avec une fibre qui devrait arriver normalement l'année prochaine, a priori plutôt fin d'année 2027. Mais pour l'instant, il n'y a plus d'OFDI. Des grosses différences entre OCT et iBus, au-delà du fait que l'OCT, c'est une source infrarouge et que l'IBUS, c'est une sonde ultrasonore, on va avoir des différences sur la résolution qui est globalement meilleure avec l'OCT, environ 10 à 20 micromètres pour, on va dire, 50 à 150 micromètres pour l'IBUS. On va avoir des profondeurs qui sont meilleures pour l'IBUS, donc on verra mieux au-delà des parois. Et ensuite, pour ce qui est de l'utilisation, ça va dépendre essentiellement de vos équipes et de votre expérience, mais globalement, on peut quand même dire que l'OCT est sans doute meilleur pour évaluer les stents grâce à sa résolution, donc pour la resténose et la thrombose de stent, pour le résultat de l'angioplastie, et qu'en revanche, l'IBUS est meilleur pour les gros vaisseaux grâce à sa profondeur et aussi pour les lésions ostiales, puisqu'on va avoir du mal à être sélectif avec l'OCT, d'injecter de l'iode et en même temps voir l'ostium. Ensuite, il reste la question de l'iode. En vérité, je ne crois pas que ce soit un vrai problème. Les quantités d'iode restent assez limitées. Si vous faites un run d'OCT avec 20 millilitres d'iode, vous pouvez faire une angiographie en même temps et finalement, ça vous a coûté qu'une angiographie supplémentaire. Et finalement, le fait de préparer les lésions et de vérifier les résultats, ça va vous amener à faire souvent moins d'incidence. Donc, à part les patients qui ont une insuffisance rénale très évoluée, c'est rarement un vrai problème. Sur alors, sur les indications, en fait, il y a plein de possibilités d'utiliser l'OCT. Là, je vous ai mis l'ensemble de l'éventail. On a bien sûr toute la partie mécanistique pour essayer d'évaluer la sémiologie, la caractérisation de plaques, et bien sûr les syndromes coronaires sans lésions angiographiques, donc les MINOCA. Toute une partie sur l'optimisation de l'angioplastie qu'on va développer ensemble, donc sur la malaposition, la sous-expansion, le guidage des CTO, la gestion des complications à court et à moyen terme de l'angioplastie, en particulier resténose et thrombose. Et le point 4, qui est celui qui a été le plus développé ces dernières années sur les événements, sur les données de la littérature, avec l'évaluation donc, du syndrome coronaire aigu, des lésions complexes et des bifurcations du tronc commun. Enfin, aujourd'hui, tous les nouveaux dispositifs, que ce soit des stents actifs, biorésorbables, des ballons actifs, ils passent tous par une évaluation par imagerie de manière quasiment systématique. Donc, en pratique, à quoi ça sert pour optimiser l'angioplastie? Notre objectif principal, c'est d'essayer de réduire les complications procédurales et les événements cardiovasculaires. Je vais scinder ma présentation entre ce que peut apporter l'imagerie avant le stent et après le stent. Et on va se baser en fait sur l'algorithme qui est assez simple, qui est proposé par Abbott, mais qui a vraiment on va dire l'objectif d'être simple, de ne pas oublier. Donc avant, on parle du MLD et après du max. Le MLD, donc c'est la morphologie, la longueur et le diamètre. On va surtout s'appesantir sur la morphologie parce que c'est ce qui nous permet finalement de préparer au mieux la lésion. Et donc, je vais reprendre avec vous ces différents points. D'abord, pour résumer en une diapo la sémiologie de base en OCT, vous avez ici les trois types de plaques. La plaque fibreuse tout à gauche, qui a en fait un contenu qui est homogène. Ça veut dire qu'on a un isosignal qui est le même que celui de l'adventice. On n'a pas de différence de couleur, autrement dit, avec une continuité entre alors j'essaie de prendre peut-être un laser, pointeur laser. Donc on a une continuité en fait entre l'épaisseur intima média et l'ensemble de l'artère, et on a peu ou pas d'atténuation. Ça veut dire qu'on voit bien le contour de l'artère et on ne perd pas d'image. On va avoir ensuite au milieu la plaque lipidique qui finalement est en termes de morphologie initiale un peu identique, avec un contenu homogène, mais cette fois-ci avec un grand hyposignal par rapport à l'adventice. C'est-à-dire que vous voyez, on perd complètement ce qui se passe derrière, alors que sur la plaque fibreuse, on voyait bien. Et on a donc une très forte atténuation.
Celle qui va nous intéresser le plus en pratique, parce que c'est celle qui va nous amener à préparer les lésions, c'est la plaque calcifiée. Vous voyez qu'elle est vraiment différente, avec cette fois-ci un contenu hétérogène. On peut avoir des images qui sont assez jaunâtres, orange, d'autres plus sombres, avec des bords qui sont tranchants et qui sont bien délimités. On parle parfois de plaques en forme de carte de géographie qu'on peut vraiment dessiner, et avec là aussi une atténuation qui est très faible derrière. On voit bien l'ensemble de la profondeur de l'artère. Donc ça, c'est vraiment les trois grandes plaques et les grands mots-clés sémiologiques. Maintenant, si on s'appesantit un peu sur la plaque calcifiée, déjà, il faut se rappeler que c'est lié à un très mauvais pronostic, puisqu'on a un risque relatif de décès de infarctus qui est de l'ordre de 2 à 3 fois plus important lorsqu'on a une lésion calcifiée. Et on a aussi, bien sûr, un risque de sous-expansion du stent. On a tous peur d'avoir ce type d'image où on va avoir un stent qui est bien ouvert et au milieu un vrai diabolo. Et ce risque de sous-expansion, bien sûr, il est associé à un risque très important d'événements et en particulier de resténose et de thrombose de stent. Vous voyez ici avec des événements jusqu'à près d'un tiers de la population pour qui on a laissé une sous-expansion. Pourquoi l'OCT peut nous aider pour les calcifications? Parce que l'angiographie, elle est souvent évidente, comme ici, où on a une lésion du segment moyen qui évidemment apparaît massivement calcifiée, et on comprend bien de suite que ça va être difficile d'envisager de juste mettre un ballon et un stent. Et parfois, c'est moins évident. Vous avez ici en fait deux types de lésions de deux patients différents, avec sur l'artère de gauche une lésion qui apparaît pas très calcifiée. On voit un peu le début avant l'angiographie, avant l'injection de iode, juste à la bifurcation avec la diagonale, une petite plaque calcifiée angiographique, mais rien de fou après. Alors que sur celle de droite, on voit en fait ici une lésion qui apparaît beaucoup plus calcifiée, en particulier au niveau du segment moyen. Et il faut me faire confiance, mais globalement, sur le patient de milieu, on a été obligé de faire un rotablator avec l'impossibilité de passer la lésion, alors que l'autre, finalement, avec juste un scoring balloon, ça a été réglé. Donc, comme quoi l'angiographie est difficile pour évaluer les calcifications. On sait que l'OCT permet un changement de stratégie dans 2 tiers des cas, et elle permet à terme l'optimisation du résultat et des événements. Donc maintenant, si on regarde un peu plus en détail comment évoquer le calcaire, on peut faire plusieurs définitions en imagerie. Déjà, en fait, on parle de calcium concentrique ou excentrique. Donc, vous avez à gauche le calcium concentrique, c'est-à-dire qui va être en fait sur l'ensemble de l'artère et qui, en fait, a comme particularité le fait qu'on peut le fracturer, puisqu'en fait, il est complètement concentrique. Donc, il nécessite une préparation importante de l'artère en amont, sinon on s'expose évidemment à une sous-expansion du stent, puisqu'il ne va pas pouvoir se développer dans cette gangue calcaire. Le calcium excentrique, lui, c'est une lésion en fait qui est que sur un bord de l'artère en quelque sorte. Et vous comprenez bien que quand on va dilater au ballon, on va le faire en fait aux dépens de la zone saine. On va pousser en fait vers le haut et on va pas vraiment fracturer le calcaire. Et donc le danger, c'est d'avoir non pas une sous-expansion, mais plutôt une malapposition à l'endroit où on va avoir la zone de transition entre le calcaire et l'absence de calcaire, puisqu'il y a un endroit où le stent va bien s'ouvrir et l'autre où il ne va pas bien s'ouvrir, il va faire que pousser la zone saine, et donc on risque d'avoir une malapposition. Donc pour résumer, calcium concentrique, plus de risque de sous-expansion, et donc nécessairement une préparation de fracture, et calcium excentrique, plutôt des risques de malapposition, et donc là on va surtout s'assurer de ça au cours de la procédure. Deuxième élément important concernant le calcaire, c'est la coexistence possible de plusieurs types de lésions et l'impact de l'extension du calcaire qui est de loin l'élément principal. Vous avez à gauche une lésion calcifiée modérée, enfin minime disons. Au milieu, une calcification qu'on dit modérée. Quand on parle de modérée, c'est que ça fait moins de 180 degrés de l'arc calcaire. Vous voyez ici que c'est à peu près 180 degrés. Et une forme très sévère, théoriquement supérieure à 180 degrés, mais ici qui est avec 360 degrés, on parle parfois d'anneau calcaire, de ring calcaire. Et on comprend bien qu'ici, si on met un stent, il ne va évidemment pas s'expandre. Enfin, le nodule calcaire, qui est vraiment ce qu'on redoute systématiquement, parce que c'est difficile à traiter. Sémiologiquement, on parle de nodules éruptifs ou de nodules non éruptifs. Donc, vous avez à gauche les nodules non éruptifs. On va avoir une rupture de la média, mais une chape fibreuse qui est intacte, avec donc cette espèce de boule qui apparaît à l'intérieur de l'artère. Et on comprend bien que ça va être difficile à traiter parce que
Si on fait un ballon, on va repousser dans la zone saine. Si on utilise du rotablator, on va souvent faire des gouttières de part et d'autre, mais la fraise n'est pas assez grande pour fraiser. Si on fait de l'orbital, on peut espérer toucher un peu plus le nodule, mais souvent la fraise, enfin la couronne va rebondir un peu dessus. Les lithotricies ne permettent pas toujours d'arriver à l'ensemble de l'artère, donc c'est des traitements difficiles. Et on parle des nodules éruptifs, c'est que cette fois-ci, il y a une rupture de l'intima avec une possibilité de thrombus qui est associée avec ces aspects un peu festonnés de la paroi et qu'on retrouve plus fréquemment dans un contexte de syndrome coronaire aigu. En pratique, on dit que les nodules éruptifs, ils sont souvent avec une évolution qui est un peu meilleure. On arrive à avoir un meilleur résultat parce qu'on peut plus facilement les préparer. Ils sont plus faciles à rogner que ces nodules non éruptifs qui sont complètement organisés et pour lesquels, malheureusement, on a du mal à faire des fractures. En pratique, ce qu'il faut retenir, c'est le score de Fujino, qu'on peut simplifier selon la règle des 5. 3 mots-clés, l'épaisseur du calcaire. S'il est supérieur à 0,5 mm, c'est ennuyant. La longueur, si c'est supérieur à 5 mm, et au moins 50% de l'arc calcaire, donc au moins 180 degrés. Donc si vous avez 50%, 0,5 mm ou 5 mm de longueur, vous allez accumuler ces éléments et on peut aller jusqu'à un score de 4 qui signifie qu'on va avoir la forme la plus sévère. Alors, on peut simplifier tout ça avec les dispositifs d'intelligence artificielle, ici avec Ultréon 2.0, qui va nous aider avec en fait des marqueurs. En orange, l'arc calcaire qui est précisé par la machine. Le petit triangle blanc, c'est celui qui va considérer comme étant la profondeur la plus importante, enfin l'épaisseur, pardon, la plus importante du calcaire, ici à noter à 0,78 mm. Et la longueur du calcaire avec les zones oranges qui apparaissent sur le long view, où on va voir où est-ce qu'on a une calcification qui est considérée comme significative. Ces marqueurs, vous les faites apparaître selon vos propositions à vous, c'est-à-dire le seuil de calcaire, l'épaisseur, c'est vous qui choisissez au départ pour que la machine puisse s'adapter. En pratique, 4 éléments importants, l'épaisseur du calcaire, la longueur, la circonférence et la présence éventuelle d'un nodule calcaire. Et ça va nous aider pour choisir, premièrement, est-ce qu'on doit préparer la plaque? On a vu avec la règle des 5. Est-ce qu'il y a une charge calcique qui est trop importante pour un ballon seul? Et ensuite, si on tient compte de la circonférence du calcaire et de la présence d'un nodule, la deuxième question, ça va être, oui, je dois la préparer, mais comment? Et là, la question est plus difficile. Elle va dépendre de beaucoup de choses. Elle va dépendre des dispositifs qui sont disponibles dans vos centres, de l'expérience de votre équipe. Mieux vaut sans doute utiliser un dispositif dont on a l'habitude plutôt que d'avoir tous les dispositifs et de ne pas savoir comment les utiliser. Et après, il y a des algorithmes comme celui-ci qui ont essayé d'évaluer la place de chaque dispositif entre la lithotricie, la thérectomie, le laser, les ballons. Si on essaye de résumer ça de manière plus simple, là c'est ici les recommandations européennes dans un consensus proposé en 2023, mais si on peut le simplifier, on peut considérer qu'à partir de l'imagerie endocoronaire, on va se poser la première question, c'est est-ce que la lésion est infranchissable? Souvent, quand elle est infranchissable, c'est qu'on n'a pas pu faire l'imagerie. Donc là, 2 possibilités, la thérectomie ou le laser. La thérectomie plutôt rotationnelle généralement. Et enfin, on va se poser la question donc, de calcium superficiel profond au nodule calcaire. Et on va tenir compte là aussi de notre score de Fujino. Lorsque l'on a un nodule calcaire tout à droite, on va privilégier soit la thérectomie plutôt orbitale et ou la lithotricie, ou le ballon Litix pour ceux qui ont déjà essayé. Pour le calcium profond, on va avoir là la possibilité d'utiliser plutôt une stratégie basée sur le ballon et idéalement la lithotricie intracoronaire et sinon les scoring balloons et l'OPN. Et pour le calcium plutôt superficiel, là, on va d'abord rechercher l'extension du calcaire. Si elle est importante avec notre score de Fujino, on va préparer l'artère et sinon, on utilisera la stratégie de ballon plus classique. Évidemment, dans le meilleur des mondes, si on n'avait pas de contraintes de temps et d'argent, on pourrait fusionner les différentes stratégies et parfois on peut avoir besoin de faire à la fois en fait une préparation avec de la thérectomie et ensuite un ballon, mais c'est quand même des stratégies qui sont assez peu utilisées en pratique. Deuxième partie de notre guidage, c'est la longueur et le diamètre. Donc la longueur, en fait, c'est assez simple. L'avantage de l'imagerie endocoronaire, c'est qu'elle nous permet de retrouver des zones saines et de mesurer ensuite la longueur pour choisir la taille de stent.
Pour pouvoir utiliser la longueur sur la machine, vous utilisez en fait le long view. Vous allez déplacer les parenthèses pour mesurer en fait la taille. Pour ceux qui ont des versions intégrées, le joystick sur la table permet avec le P et le D pour proximal et distal de déplacer en fait les repères directement donc sur table pour ne pas avoir à utiliser la souris, ce qui est parfois plus difficile. Enfin, le diamètre. Le diamètre, il faut bien se rappeler qu'on a deux stratégies pour mesurer le diamètre en OCT. La stratégie la plus recommandée, qui est celle d'évaluer la limitante élastique externe à la limitante élastique externe. Donc, comme c'est représenté sur la partie haute de la diapositive, donc on va essayer de retrouver donc l'adventice et la limitante élastique externe, ou celle qui va mesurer le contour luminal, qui est souvent plus utilisée en pratique. Il faut se rappeler quand même que le contour luminal a plutôt tendance à sous-estimer le diamètre et que l'approche de la limitante élastique externe plutôt à surestimer. Et du coup, ici, on aura tendance à utiliser un stent de 3 mm, puisqu'on est plutôt à 2,9 avec le contour luminal et plutôt 3,2 avec l'autre stratégie. Ensuite, la question, c'est l'optimisation après le stent et d'abord d'essayer de corriger les complications immédiates potentielles. Donc ça, on a dit tout à l'heure que c'était le max, donc de MLD max. Donc dans le M, on a le M pour medial dissection, pour donc l'atteinte de la dissection, d'une dissection qui atteint la média, pardon, avec, pour considérer que la dissection est significative, 3 éléments. Le fait qu'elle soit longue de plus de 2 mm, qu'elle touche au moins la média, donc au-delà de l'intima, et qu'elle est sur un cadran d'au moins 60 degrés. Donc il vous faut un de ces critères pour considérer que la dissection est significative. Deuxième message, c'est la position. La position, c'est vraiment un élément qui est important. Si on regarde ici l'angiographie, on a l'impression que le stent est parfait, alors qu'en vérité, vous voyez qu'il y a une malaposition qui est très importante. Avec l'algorithme d'intelligence artificielle d'Ultréon, on peut là aussi avoir des repères couleurs sur le long view ou sur les images transversales par des petits points jaunes lorsque les mailles sont mal apposées et par cette barre jaune sur la long view pour montrer la longueur de la malaposition. Toutes les malappositions ne doivent pas être corrigées. Toutes les malappositions ne sont pas significatives et on considère qu'elles le sont à partir de 400 micromètres, donc 0,4 mm entre les mailles du stent et la distance à la paroi, et sur au moins 1 mm de longueur. Il faudra savoir aussi accepter, et ça vous avez sans doute déjà vu dans votre pratique de tous les jours, qu'il y a des lésions pour lesquelles on ne peut pas avoir une apposition parfaite sur des lésions très calcifiées et que une fois qu'on a réussi à s'approcher de ces critères-là, peut-être parfois il faut savoir arrêter d'escalader pour éviter une complication une fois qu'on a réussi à optimiser déjà le stent dans un premier temps. Donc on a dit max donc pour medial dissection, A pour apposition et le X pour expansion. L'expansion, c'est souvent ce qui est le plus difficile, déjà à mesurer et deuxièmement à traiter. Donc l'expansion, ça veut dire finalement que le diamètre du stent attendu n'est pas au diamètre qu'il devrait être. Comment on le calcule? On mesure en fait les diamètres proximaux et distaux de référence. Donc c'est ce qui est fait sur la partie ici en long view, en mettant donc là encore une fois des parenthèses pour dire la zone que l'on va évaluer. Et on va regarder le diamètre du stent par rapport à ces diamètres de référence. Le seuil qui est considéré comme étant le seuil de référence habituel, c'est 80%, voire 90% si on veut un résultat excellent, mais dans les recommandations, c'est plutôt 80%. Ça veut dire qu'en dessous de 80%, je considère que mon expansion n'est pas satisfaisante et que je dois essayer d'optimiser le résultat de mon angioplastie. Là encore, les algorithmes peuvent vous aider avec, vous voyez ici, la machine qui considère donc tout ce qui est orange comme étant de la sous-expansion et elle va mettre le curseur à l'endroit où elle considère que la sous-expansion est la plus majeure, ici annoncée à 76%. Et vous pouvez ensuite décider vous-même le seuil défini. Ici, il était à 90%. Ça veut dire que dès que le seuil dès que la sous-expansion est moins bonne, dès que l'expansion est moins bonne que 90%, elle apparaît en orange. Mais ça, c'est un seuil que vous pouvez décider. C'est essentiellement pour mettre en avant en fait, la sous-expansion et que ce soit plus facile à lire.
Enfin, il y a un élément important sous l'expansion, c'est que si vous évaluez un trajet d'artère qui est très long, eh ben, il faudra savoir faire plusieurs parties. Prends un exemple, si vous avez une IVA proximale avec un stent de 38 mm et que vous prenez une branche diagonale, le diamètre de l'IVA proximale, il sera évidemment pas le même que la fin de l'IVA moyenne. Et si vous évaluez l'ensemble, ben, on va vous dire que le stent n'est pas bien expandu. Évidemment, mieux vaut le séparer en deux parties, la partie où vous avez fait le pot et la partie où vous ne l'avez pas fait, puisque vous n'allez pas rechercher les mêmes diamètres de référence. Ça vous évitera de faire des erreurs de mesure. Ça, c'est une synthèse en fait, de tout ce que je viens de dire, qui a été publié maintenant il y a presque 8 ans, mais qui remet en avant les objectifs considérés comme optimaux après l'angioplastie. Donc, c'est-à-dire, on l'a dit, le fait qu'on ait couvert complètement la plaque, qu'il n'y ait pas de malaposition significative, qu'il n'y ait pas de dissection de bord significative et qu'il y ait une bonne expansion. Enfin, on a un critère pronostic sur l'aire minimale et on considère que une aire minimale supérieure à 4,5 mm pour une lésion tout venant et 6 mm pour le tronc commun, c'est un facteur pronostic. Donc ça veut dire que globalement, vous allez regarder le stent, vous allez regarder l'endroit où on a l'expansion la moins bonne, vous allez mesurer l'aire. Si elle est moins de 4,5 mm, ça veut dire qu'on a un risque de resténose, un risque d'événement et qu'il faut essayer d'optimiser l'angioplastie. Attention, il n'y a pas de réciproque. Ça, c'est un objectif. Ça ne veut pas dire que si vous faites une OCT en début de procédure sur une sténose intermédiaire ou significative et pour laquelle vous hésitez de faire un traitement et que l'aire est plus basse, qu'elle doit amener à être traitée. Ce n'est pas un argument pour traiter la lésion. L'OCT n'est pas un bon examen pour dire la lésion est significative ou non. Il faut rester sur les stratégies habituelles qui vont être évidemment la symptomatologie du patient et la recherche d'une ischémie myocardique. La mesure de l'air ne doit pas être un critère pour décider ou pas de faire l'angioplastie. En revanche, c'est un bon critère pronostic une fois que vous avez décidé et retenu l'indication d'angioplastie pour vous assurer que cette angioplastie elle est dans les règles de l'art, disons, et que vous avez un résultat qui est excellent. Petite nuance, mais qui est quand même importante. Si on prend un petit cas pour imager un peu tout ce que je viens de dire, patient relativement standard, 77 ans, du tabac, dyslipidémie, une cardiopathie ancienne qui remonte à quelques années, dilatée sur les 3 troncs déjà, et qui revient pour une récidive d'angor, avec un électrocardiogramme qui retrouve une séquelle antérieure et une échographie qui est plutôt satisfaisante. Une écho d'obus est réalisée et retrouve une ischémie antérieure large. Donc là, vous avez ici la coronarographie avec une lésion de la coronaire droite et une lésion de l'IVA ostiale. Là, vous avez ici en fait l'IVA ostiale de manière un peu plus évidente avec un zoom. Donc, si je résume la situation, on a donc ce patient qui est non diabétique, une ischémie antérieure avec un angor récidivant, une sténose serrée focale de la coronaire droite et une sténose très serrée de l'IVA ostiale qui s'apparente à une lésion coupable étant donné une ischémie antérieure et un syntax score qui est à 14. Je vous remontre peut-être les images. Donc, je ne sais pas ce que vous auriez fait. Est-ce que vous avez envie de commenter peut-être? Est-ce que c'est des cas dans vos centres où vous auriez fait de l'imagerie endocoronaire? Et en quel cas, est-ce que vous avez une idée de comment vous traiteriez cette artère? Oui, moi je pense qu'on aurait fait de l'imagerie vu qu'il y a l'IVA ostial, probablement que ça va se finir avec un stent tronc IVA. Ouais. Et après, tu penses que il y a besoin, alors après, c'est toujours plus difficile en visio avec les qualités d'image qui sont un peu compressées, mais est-ce que tu penses que l'imagerie t'aurait été utile pour le sizing, mais aussi pour la préparation de la lésion? Autrement dit, est-ce que tu penses que cette artère elle nécessite une préparation particulière sur les images d'angio ou pas? Bah, c'est vrai que comme ça sur l'ordinateur, j'ai du mal à voir. Enfin, pour le sizing, oui, pour moi, c'est sûr que ça aide. Après, est-ce Ouais, qu'elle c'est un permet peu de dur, ouais. calcifier? On a l'impression qu'il y a une petite lésion calcifiée de l'IVA ostiale, mais on ne voit pas très bien en vérité.
Ok, bon, je vais vous montrer donc, ce qui a été décidé. Pour ce patient, en fait, on a décidé de faire une angioplastie et de ne pas faire de pontage parce que on avait considéré que en fait, c'était quasiment une lésion isolée de l'IVA, puisque la droite est vraiment très simple, donc de l'IVA et du tronc commun, avec un tronc commun qui apparaissait normal, une lésion qui nous apparaissait pas trop calcifiée, pas trop complexe, un syntax score bas et l'absence de rosténose malgré des stents qui remontaient à longtemps. Et du coup, et enfin, la possibilité secondairement de faire un pontage si malheureusement on avait un résultat qui n'est pas bon. Par contre, guidé par imagerie parce que c'est un tronc commun et que, on a envie d'avoir un résultat parfait. Donc là, vous avez ici le run que je vous laisse tourner juste avant l'angioplastie, avant d'en avoir rien fait. Donc avec une sonde Popstar et Ultréon. Donc je vais vous montrer après des images arrêtées. On a vu passer la lésion très serrée de l'ostium et pas mal de lésions calcifiées quand même. Je vais vous arrêter ça avec des images, ce qui est parfois plus simple. Donc on voit en haut la sténose subocclusive de l'IVA. Bon, ça, on n'avait pas de doute en angiographie. Ensuite, on voit sur le début du tronc commun, finalement, un tronc qui est assez gros, mais sans lésion significative importante. On voit qu'il est un peu elliptique, une petite plaque calcifiée, mais pas de sténose. On voit que la fin de l'IVA proximale, elle est saine, et donc on va pas avoir de problème pour avoir une zone d'atterrissage, avec ensuite le stent qui est bien déployé précédemment. L'autre intérêt aussi, c'est de voir que l'ostium de la circonflexe, qu'on voit en fait de manière un peu indirecte, donc on voit bien ici, en fait, il apparaît sain, et du coup, on aura probablement un peu moins de soucis pour réouvrir la maille s'il y a besoin, et peu de risque de dissection vers la circonflexe. Donc, je vous passe les détails de toute la stratégie enfin de toute l'angiographie. Et enfin, pardon, ouais, ça permet de mesurer, évidemment, avec donc 4,5 mm qui sont mesurés au niveau du tronc commun et 3,3 pour la zone d'atterrissage. Et vous voyez qu'il y a des arguments pour le calcaire, mais qui ne sont pas graves. On n'a pas de calcium supérieur à 180 degrés. On est entre 0 et 180 degrés. Et du coup, chez ce patient, on a considéré qu'il n'y avait pas besoin de faire de préparation agressive de type athérectomie ou lithotricie et à faire du ballon seul. Voici le résultat angiographique après avoir fait donc une prédilatation, un stent tronc commun IVA, donc de 3,5, puisque je vous rappelle qu'on avait une mesure à 3,3, avec un POT du tronc commun à 4,5 mm, puisqu'on avait trouvé un diamètre à 4,52 en OCT, une réouverture vers les branches de la circonflexe et un ripote. Donc, résultat qui apparaît satisfaisant. Donc, on fait un OCT, on va dire, considéré comme final, mais qui va devenir intermédiaire. On voit une malaposition, en fait, qui est importante des 2 premiers millimètres du stent, de plus de 600 micromètres. Et sans doute parce que quand on a fait le POT, le ballon n'a pas dû être suffisamment retiré et on a raté les 2 ou 3 premières couronnes du stent. Et ce qui amène à 2 éléments ennuyants. Le premier, le plus important, c'est le risque de rosténose de thrombose lié à la malaposition. Et le deuxième, c'est si on doit revenir chez ce patient, le danger de passer le guide derrière le stent et de crusher le stent. Donc, ce patient, il a eu un ripote à 5 mm, cette fois-ci en s'assurant bien de ne pas rater le début du stent avec du coup un système de rehaussement de stent. Et vous avez vu passer le run qui est plutôt favorable avec l'absence de malaposition persistante et en long view, une déformation importante du stent puisqu'on est à 5,2 et 3,5. Donc l'intérêt de ce cas, c'est de montrer que l'OCT, en fait, elle permet de préparer la lésion, donc avec le diamètre mesuré, les longueurs, s'assurer qu'on n'a pas de gros problèmes de calcification avant, et ensuite de s'assurer de manière intermédiaire qu'on a un résultat, et éventuellement de corriger les complications immédiates potentielles, dissection, malaposition importante. Deuxième partie après le stent, c'est de détecter les anomalies au long cours qui vont nous ennuyer avec les dangers de rosténose et de thrombose au long terme. Donc ça, on va revoir ça ensemble sur les différents éléments à partir d'un cas pour commencer. Donc, un autre patient donc, qui a 75 ans,
diabétique, insulinodépendant, avec comme dernière angioplastie une resténose ostiale de la circonflexe traitée au ballon actif. Donc lui, il a en fait un stent qui fait tronc commun IVA et il a un stent à ras de l'ostium de la circonflexe avec, il avait été traité au ballon actif et là, il revient 3 mois plus tard avec la lésion que vous voyez ici et donc malheureusement toujours une resténose importante de l'ostium de la circonflexe. Là, l'imagerie va beaucoup nous aider parce qu'elle va nous faire comprendre la raison en fait de cette resténose itérative. Et vous voyez que, alors même qu'en angiographie, on n'a pas vraiment d'argument, on voit que le stent au niveau de l'ostium de la circonflexe, il est complètement déformé par un gros nodule calcaire. Il est complètement, il n'est pas du tout arrondi, il est très sous-expandu. Et donc, on comprend largement la raison de la resténose. Donc là, l'OCT va nous aider pour comprendre la raison et bien sûr pour traiter ce patient et éviter d'avoir une resténose itérative et même une occlusion de circonflexe. Pour ce patient, on avait finalement opté pour une stratégie de lithotritie intracoronaire et de post-dilatation du tronc commun avec, vous voyez sur à droite, l'image arrêtée qui a permis en fait un recul complet du stent, de détruire le nodule calcaire. Alors là, la lithotritie a marché sans doute parce que le nodule était très gros et on a pu réussir à faire une fracture. Et vous voyez qu'avec le run mobile au milieu, on n'a plus de malapposition, on n'a plus de sous-expansion et on a vraiment un axe tronc commun vers la circonflexe qui est parfaitement perméable et on peut espérer l'absence de resténose. Alors, on est à un peu plus d'1 an de ce cas maintenant et on n'a pas de, enfin 18 mois même, et pas de récidive pour le moment. Troisième cas, pour vous montrer l'intérêt de l'imagerie, c'est un homme de 60 ans avec facteur de risque classique qui a déjà eu, alors c'est un cas qui remonte à quelques années quand même, avec un infarctus inférieur initialement. Et on est à 4 ans à peu près, ou 5 ans après l'infarctus, et le patient est toujours sous double antiagression plaquettaire pour des mauvaises raisons en fait. C'est que il n'a plus vu son cardiologue, le médecin généraliste ne préfère pas prendre la responsabilité d'arrêter. Finalement, il revoit un cardiologue qui remplace par du clopidogrel seul en disant, bon, ben, on est à 4 ans de l'angioplastie, il n'y a plus besoin d'avoir une double antiagression plaquettaire. 3 jours après la consultation, malheureusement, il présente un infarctus inférieur qui l'amène à être pris en charge chez nous. Et vous voyez ici, en fait, une lésion de la coronaire droite au segment moyen au niveau d'une zone, au niveau du génus inferius, avec une zone un peu hétérogène. Alors, la stratégie dans mon centre, dans la thrombose de stent, c'est de faire toujours de l'imagerie endocoronaire, mais bien sûr, jamais en phase aiguë, étant donné la présence du thrombus qui va en fait rendre finalement illisibles les images. Et c'est dommage de sortir les fibres, de gaspiller des fibres sans pouvoir répondre. Donc, on a tendance à traiter les patients avec une optimisation antithrombotique, des anticoagulants, les antiplaquettaires, parfois des anti-2B3A, et de contrôler ces patients, parfois assez tardivement, c'est-à-dire plutôt à 1 mois, pour que l'ensemble du thrombus ait disparu, de bien voir le stent. Là, à cette époque-là, on faisait un peu plus précoce, donc on a fait le patient, je pense, 1 semaine après. Et vous voyez en fait que l'imagerie, elle est assez caricaturale avec une malapposition qui est énorme, qui est vraiment très importante, et on comprend en fait le mécanisme, le fait d'avoir arrêté l'aspirine, ben, on n'a pas réussi à contenir la thrombose qui avait en permanence à cause de cette malapposition, et du coup, on a fait une thrombose de stent. Et on peut imaginer que c'est soit le stent initialement qui n'a pas été à la bonne taille, ou alors qu'il y a eu un remodelage positif de l'artère avec une zone devenue anévrismale et un stent complètement flottant à cet endroit-là. Donc après une post-dilatation, on arrive à poser le stent correctement et ça permet d'éviter le risque de thrombose à nouveau. Donc globalement, l'OCT, à mon sens, elle est indispensable dans la thrombose de stent. Les thromboses de stent, c'est devenu assez rare, moins de 1% dans la littérature, plutôt 0,5%, mais c'est des situations qui sont toujours graves et il convient de les rechercher, d'en comprendre la cause. C'est rarement lié qu'au patient. Parfois, c'est lié à un arrêt brutal du traitement antiplaquettaire, mais c'est quand même très fréquemment lié à des complications mécaniques. Le registre
Pesto, de nos amis clermontois, avait il y a 10 ans évalué 120 patients et on voyait que 75% de ces patients avaient une thrombose très tardive, avec près de 4 ans. Et que globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la cause principale, c'était une malapposition et que l'OCT, elle a permis de changer de stratégie dans la moitié des cas. Autrement dit, quand on demandait avant aux docteurs qu'est-ce qu'ils auraient fait, une fois sur deux, ils changeaient après avoir vu l'imagerie, en favorisant un traitement médical, une dilatation au ballon ou la mise en place d'un stent. Il y a d'autres études qui ont été évaluées qui retrouvent à peu près la même chose, avec le fait que les thromboses de stent sont souvent tardives et associées à de la malapposition dans au moins un tiers des cas. Quelle est la place dans la resténose? C'est le professeur Souterrain qui vous en parlera beaucoup, mais globalement, là aussi, l'imagerie est essentielle. Et sans doute qu'on peut dire aujourd'hui qu'en cas de resténose itérative, il faut idéalement faire de l'imagerie. Et se pose même la question de pouvoir faire l'imagerie dès la première resténose. Parce que là, on va rechercher des choses complètement différentes, des sous-déploiements de stent, des malappositions, comme je vous ai déjà montré, mais aussi l'image en haut à gauche, qui est sans doute la pire chez le patient diabétique en particulier, où on va avoir une hyperplasie intimale. Et là, on sait bien que la maladie, elle n'est pas liée au stent, la maladie, elle n'est pas liée au traitement percutané, elle est essentiellement liée à la cause sous-jacente et qu'on peut faire ce qu'on veut sur ces artères, mais malheureusement, ça va ne faire que évoluer et sans doute qu'il faut réussir à optimiser les facteurs de risque et le traitement plus général. Et bien sûr, on pourra rechercher d'autres causes plus rares de fracture de stent ou de rupture de plaques intra-stent qui vont faire des authentiques syndrome coronaire aigu avec de la rosténose. L'étude RESTO a été publiée récemment, il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était une étude qui a repris 300 patients avec une rosténose intra-stent pour lesquels une OCT a été faite de manière systématique. Ce qu'il faut voir là aussi, c'est que le principal facteur d'événement, c'était le sous-expansion du stent initial, avec un risque d'événement de multiplié par 3. Donc, autrement dit, lorsque l'on laisse un stent pas parfaitement ouvert, on expose le risque de rosténose dans, on va dire, 3 fois de plus. Et là aussi, l'OCT avait un vrai intérêt de changement de pratique, puisque dans un tiers des cas, on a changé en passant d'un ballon actif à un stent ou inversement, par exemple. Donc, pour conclure, le dernier élément que je voulais partager avec vous, c'est que tout ce que je viens de vous dire, est-ce que ça a vraiment un impact sur les événements? Alors, de manière un peu plus ancienne, les premières études ont essayé de démontrer que l'imagerie pouvait avoir un rôle sur la partie fonctionnelle, avec ici l'étude Doctors tout à gauche, qui a montré que le fait de guider une angioplastie de tronc commun avec de l'imagerie, ça permettait d'avoir une meilleure FFR finale. Et aussi l'étude Lemon, qui a montré que globalement, on peut avoir un impact sur la procédure. Autrement dit, lorsque j'utilise l'OCT, dans un quart des cas, je modifie ma stratégie sur la préparation de plaques ou sur les runs intermédiaires. Donc, globalement, les premières études étaient plutôt favorables avec un impact fonctionnel et un impact de stratégie procédurale. La vraie question, c'est quel est l'impact sur les événements cliniques? Parce que notre principal objectif, c'est que nos patients aillent bien. Là, je vous ai mis toutes les études qui existent, avec de nombreux projets en cours, vous voyez. Et si on veut résumer les principales, vous les en avez sans doute entendu parler. Il y en a 4 grandes qui ont été publiées dans les 2 à 3 dernières années, avec d'autres ensuite, mais là, les 4 principales, avec globalement à chaque fois les évaluations de lésions complexes. Et surtout, vous voyez des effectifs qui sont gros, puisqu'on oscille entre 1000 et 3500 patients, avec à chaque fois des critères durs. On n'est pas là pour évaluer la malapposition, la stratégie du docteur, mais plutôt des critères majeurs, le décès, le réinfarctus ou la revascularisation urgente. Je ne vais pas toutes vous les présenter, simplement vous rappeler la première, Renovate, qui a été publiée en 2023, publiée dans le New England, qui montre en fait que dans la lésion complexe, en ayant inclus 50% de syndrome coronaire aigu, on réduit nettement le critère primaire de près de 36% et on réduit significativement la mortalité cardiovasculaire. Il y a eu d'autres études ensuite, en particulier l'étude Illumien 4, qui, elle, a été négative sur le critère primaire, mais qui montre quand même une amélioration de l'air. Autrement dit, l'OCT améliore le résultat d'expansion du stent et aussi une diminution des thromboses de stent. Donc, dans le même sens, mais pas suffisamment positive pour amener à la différence comme celle que je vous ai montrée juste avant. Enfin, Octivus était un peu différente.
là, à partir de 2000 malades, on voulait comparer dans les lésions complexes et la moitié des syndromes coronaires aigus, que OCT et IVUS faisaient à peu près jeu égal, et on voit effectivement qu'il y a une non-infériorité sur le critère primaire. Autrement dit, ce n'est pas tellement la modalité d'imagerie qui compte, c'est plutôt le fait d'utiliser l'imagerie dans les lésions complexes qui permet de diminuer la thrombose de stent, diminuer les événements cliniques, et donc mieux vaut utiliser les dispositifs que vous avez dans vos centres et avec lesquels vous êtes familier. Pour résumer, en fait, vous avez ici les principales études et une méta-analyse récente qui a été publiée en février dernier avec plus de 13 000 malades, qui a inclus tous les essais randomisés, donc 17 études randomisées, qu'elles soient de petits effectifs ou de grands effectifs, et globalement, on réduit les événements majeurs de l'ordre de 35%. Donc, si on doit retenir quelque chose de cette diapo, c'est 3 points. Le premier, c'est que toutes les études randomisées amènent à une diminution majeure des événements, donc avec moins 35% de risque relatif, ce qui est quand même assez rare. Hein. Si vous vous rappelez, par exemple, les traitements antithrombotiques avec le ticagrelor ou le prasugrel, on est de l'ordre de 15 à 20%, par exemple. Deuxième message, dans les lésions calcifiées, qui sont celles qui nous inquiètent le plus, on va avoir une réduction de presque 50% des événements et de la thrombose de stent, et on améliore la sous-expansion. Donc, autrement dit, c'est vraiment la lésion caricaturale pour montrer un effet de l'OCT sur les événements cliniques et les résultats de la procédure. Et le troisième point, vous le savez, c'est que les recommandations actuelles amènent à mettre en classe 1A l'OCT avec un libellé qui reste assez large, tronc commun, lésion complexe, longue lésion ou bifurcation, avec aujourd'hui cette recommandation-là. Et en France, un remboursement qui devrait arriver incessamment, puisque on a un acte qui a été décrit. Donc, l'acte technique de faire de l'imagerie endocoronaire existe désormais. Et les firmes annoncent un remboursement probable pour fin mai, début juin. Tout va dépendre en fait du prix et des négociations entre les industriels et, et nos tutelles, et le ministère de la Santé et l'HAS sur le prix on va dire le bon compromis entre le prix. Mais on peut imaginer en tout cas que dans la deuxième partie de l'année, on devrait pouvoir avoir dans ces indications-là, et quelle que soit la modalité, que ce soit OCT ou IVUS, le remboursement des fibres pour ces patients, ce qui va sans doute beaucoup changer nos stratégies. En pratique, aujourd'hui, les données, elles sont très négatives pour l'imagerie en France, hein, puisque ça, c'est les données de 2022, mais si on regarde fin 2025, on est à peu près équivalent, un poil plus, mais globalement, on a 2% environ d'angioplasties en France qui sont faits avec l'imagerie et environ 6% des troncs communs contre les Anglais et les Japonais, par exemple, qui ont des utilisations qui sont vraiment importantes. Donc, on peut imaginer que le remboursement à venir va changer cette dynamique, en tout cas, on peut l'espérer. En pratique, mes indications à moi, les indications de notre centre, c'est le guidage d'angioplastie pour les lésions complexes et en particulier pour le tronc commun, parfois seulement pour le sizing, mais c'est quand même très important. Quelques bifurcations complexes, mais ça reste assez rare. Les syndromes coronaires non conclusifs et illégitimes. On a une activité d'urgence importante sur Nîmes et donc tous les syndromes coronaires pour lesquels on ne peut pas expliquer angiographiquement le diagnostic, on a tendance à faire de l'imagerie, que ce soit le week-end ou la nuit. Ensuite, les thromboses de stent et les resténoses itératives. On tend à développer la stratégie pour les lésions calcifiées de manière quasi systématique et pour quelques CTO pour rechercher l'absence de remodelage positif secondaire et du coup de très mauvaise apposition. Mais c'est loin d'être des examens routiniers pour le moment dans le centre. Il nous semble que globalement, les éléments les plus adaptés, c'est le tronc commun, le syndrome coronaire pour lequel on n'a pas de diagnostic, la thrombose de stent et la resténose itérative. Enfin, pour conclure, on peut dire que l'OCT, elle apporte dans l'angioplastie d'abord pour la préparation, avec une analyse qualitative, comment est la lésion et est-ce que je dois la préparer, avec en particulier la recherche de lésions calcifiées. Puis elle a un rôle quantitatif pour retrouver le bon sizing sur les diamètres et la longueur, mais aussi les zones d'atterrissage pour bien respecter la loi fractale. Elle peut permettre une analyse intermédiaire, où on va aller regarder les résultats immédiats sous-optimaux, la sous-expansion, la malapposition, la dissection de bord, ou alors une plaque qui a été ratée avec une couverture incomplète.
Et enfin, on va avoir un intérêt sur des résultats immédiats. On va diminuer la thrombose de stent aiguë, on va diminuer les complications procédurales. Et bien sûr, on vient de le voir, des résultats à long terme avec la diminution de la resténose et surtout des événements cliniques. On vient de le voir, près de 35% des événements majeurs, jusqu'à 50% dans la lésion calcifiée et une diminution très importante de la thrombose de stent. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Pour en savoir plus, il y a pas mal de papiers que vous avez peut-être déjà vu passer. J'en aurais conseillé ces trois-là, disons. Le consensus de Lorenz Raber sur l'OCT, donc dans l'European Heart Journal en 2018, avec une deuxième partie l'année suivante. Et le papier de Nature Review, qui est un peu plus rude à lire, puisqu'on est dans quelque chose qui est un peu plus sémiologique et physiopathologique, mais ça vous permet de bien comprendre la sémiologie de plaque et de voir les différentes indications de l'OCT, donc c'est plutôt bien fait. Voilà, je vous remercie, c'était à peu près ce que je voulais vous dire. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Et il nous reste quelques minutes si vous voulez échanger sur, je ne sais pas si je n'ai pas été clair sur certains points. Non, aucune question. Merci beaucoup, c'était très clair. Ok, bah merci. Merci. Bah, du coup, bon, après, si vous avez des questions qui vous arrivent secondairement, vous n'hésitez pas à envoyer un email, soit sur l'email que vous avez passé, enfin, qui est sur les diapos, soit via le secrétariat ou le professeur Vandel. Enfin, n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir. Et puis, je crois que de toute manière, on vous fait parvenir à chaque fois les diapos, donc je les transmettrai. Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser aller déjeuner tranquille. Et puis, bon courage pour le reste des cours alors. Merci beaucoup. Allez, Merci. bonne journée. Beaucoup.